J'ai été la seule aux obsèques de mon mari, nos enfants ont zappé, alors j'ai repris mon héritage en main, et ils ne l'ont pas vu venir. Salut Reddit. Je vais vous raconter un truc qui, franchement, m'assied. Aux obsèques de mon mari, il n'y avait que moi. Pas mon fils, pas ma fille, pas un petit enfant, rien. Juste moi, planté près du cercueil pendant que le vent glacé s'engouffrait dans la cour du funérarium, comme si même la météo avait envie de se barrer. Le maître de cérémonie avait ce sourire crispé des gens qui ne savent pas où se mettre. Il regardait les rangées de chaises vides, puis moi, puis les chaises, puis moi. Il a tout sauté 2 fois avant d'oser, « Madame, on attend encore un peu. » J'ai répondu non, on commence. Georges aurait détesté qu'on attende. Il était ponctuel jusqu'à l'obsession. Même malade, il prenait ses comprimés à leur pile, le journal télé à 20 h comme un rite, et ses chaussons rangés bien parallèles, comme s'il passait une inspection militaire avant d'aller dormir. Un homme d'habitude, de dignité, et voilà qu'on l'enterrait avec une salle vide. Je me suis assise au premier rang. 5 sièges autour de moi, tous vides. Le prêtre récitait des trucs sans conviction, les fleurs trop voyantes, le cercueil trop brillant, tout ce cirque, alors que Georges aurait lâché un commentaire du genre « On n'est pas chez Disney » en roulant des yeux. Et moi, j'entendais presque sa voix dans ma tête « Ils sont où, les gamins ?» Je savais déjà. Le matin même, j'avais reçu un message de mon fils, Pierre. Une seule ligne. Désolé maman. Un imprévu. Je peux pas. Pas d'appel. Pas d'explication. Rien. Je l'ai imaginé soit au bureau, soit plus probablement en train de serrer des mains sur un green avec des clients, à faire comme si la mort de son père était juste une case à cocher dans un agenda trop rempli. Ma fille, Célia, elle n'avait même pas envoyé de message. 2 jours avant, elle m'avait laissé un vocal, léger, presque chantant, « Maman, je peux pas décaler mon rendez-vous ongle, tu sais que ça me stresse quand on change les horaires ? Dis à papa que je passe le voir la semaine prochaine. » La semaine prochaine. Comme si les morts patientaient sur un banc. Après la cérémonie, j'ai marché seul derrière le cercueil. Je n'ai pas pleuré. Pas parce que je ne souffrais pas, mais parce qu'il y a une tristesse si lourde qu'elle ne coule même plus, elle s'installe, immobile, comme une encre au fond du ventre. Au cimetière, il n'y avait presque personne. Un employé au loin, s'appelle à la main, qui attendait la fin. Le cercueil est descendu. 2 prières. De la terre sur le bois. Et ce silence, cette espèce de mur. Je suis resté debout après que tout le monde soit parti, talons enfoncés dans la terre humide, manteau tiré par le vent. Sur la petite plaque provisoire, son nom. Georges. L'épouse aimée. Et dans ma tête, un mot qui tournait comme un caillou dans la chaussure, oublié. De retour à la maison, le calme faisait un bruit de foule. Son fauteuil, intact. Ses chaussons alignés. La télécommande exactement là où il l'avait laissée. J'ai fixé ça longtemps, puis je suis allé à la cuisine. J'ai ouvert une bonne bouteille, celle que je gardais pour les invités. J'ai versé un verre, j'ai attrapé mon téléphone, et je suis allé sur Instagram. Je ne scrolle pas beaucoup, mais là, je ne sais pas, j'ai senti qu'il fallait que je regarde. Célia avait posté 2 heures plus tôt, elle et ses copines, verre à la main, sourire plein écran. Légende, Brunch Girls. Mimosa à volonté. La belle vie. Je me suis littéralement étouffé avec mon Perrier en voyant ça. Pierre, lui, avait posté une photo d'un parcours de golf, un club qui brille au soleil, swing parfait. Temps incroyable. Deal signé. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce que ça floute. J'ai posé le téléphone. J'ai bu une gorgée, pas pour oublier, plutôt pour devenir lucide. Dans le couloir, je suis passé devant la photo de nos 40 ans de mariage, devant les rosiers que Georges avait plantés. Avant, ils étaient rouges, magnifiques. Là, ils avaient l'air nus, comme fatigués avec moi. C'est à ce moment-là que j'ai eu ce franchissement. Un truc intérieur. Un bokeh, ça suffit. Je me suis dit, demain, j'appelle le notaire. Pas pour faire un scandale, pas pour pleurnicher. Juste pour mettre les choses au clair, avec la même dignité que Georges. Parce que si j'avais été la seule à venir lui dire au revoir, j'allais aussi être la seule à exécuter ce que moi je décidais. Le soir, je suis monté dans notre chambre, j'ai ouvert le tiroir du bureau de Georges. Tout était encore rangé pareil, enveloppe, double de clés, vieux timbre.
J'ai tiré le dossier planqué derrière, succession. Dedans, les papiers préparés depuis 2 ans. Compte, maison, même la petite maison au bord du lac en Savoie, celle que les enfants ne visitaient plus, mais dont ils parlaient étrangement beaucoup quand la taxe foncière tombait. Pierre était co-bénéficiaire sur notre gros compte d'épargne, presque 280 000 €, une vie à économiser. Célia et lui étaient sur le transfert de la maison. Tout était prévu. Et mes doigts tremblaient, pas de vieillesse, de trahison. Parce que la trahison, c'est pas juste une idée, c'est un truc qui pulse dans les oreilles. Le lendemain matin, j'ai appelé maître Thomas Favier. Son cabinet sentait le vieux papier et le polish, ce genre d'endroit où le silence pèse. Il me connaît depuis 30 ans, il a géré notre prêt, nos actes, tout. Il m'a regardé et il a dit, « C'est urgent ?» J'ai répondu, « Oui. Je veux retirer Pierre et Célia de tout. » Il n'a pas sursauté, il a juste marqué une pause de soin. « Vous êtes sûr ?» J'ai planté mes yeux dans les siens, j'ai enterré mon mari seul. Ils n'ont même pas appelé. Ils ne méritent pas un centime. Il a hoché la tête et il a commencé à écrire. Il m'a demandé à qui je voulais transmettre. Et là, j'ai pensé à Étienne, mon petit-fils. Le seul qui venait sans réclamer. Le seul qui m'a déjà dit « Mamie, j'aime bien parler avec toi comme si c'était normal. » J'ai dit « Je veux que ça aille à Étienne. Et je veux que ce soit protégé. Pas récupérable par ses parents. » On a parlé montage, clause, protection. Je voulais du béton. Pas un truc gentil qui se retourne contre lui plus tard. Quand je suis sorti du cabinet, l'air froid m'a frappé le visage, mais à l'intérieur, c'était étrange, je n'étais plus en colère. J'étais juste fini. Fini d'attendre qu'ils deviennent des adultes décents. En rentrant, j'ai retrouvé le grand classeur dans le meuble du couloir. Et en feuilletant mes propres archives, je suis tombé sur une petite enveloppe marquée Étienne. Une lettre qu'il m'avait écrite à 11 ans, au crayon, toute tordue, « Merci pour les pancakes, un jour je prendrai soin de toi. » J'ai serré ça longtemps. Et l'après-midi même, comme si l'univers avait décidé d'en rajouter une couche, mon téléphone a sonné. Une voix timide, « Mamie, c'est Étienne. » Il s'est excusé, il a dit qu'il ne savait pas, qu'on ne lui avait pas dit. Et il m'a demandé s'il pouvait passer. J'ai répondu oui. Bien sûr que oui. Parce que, pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un venait sans que je doive supplier. Le coup de fil d'Étienne est tombé en plein milieu d'un truc aussi glamour que nécessaire, je triais des papiers de décès. Les courriers de la banque, les formulaires à renvoyer, la CPAM pour la pension de réversion, les contrats à résilier, toute cette administration qui te rappelle que quelqu'un a existé, puis n'existe plus, et que maintenant c'est à toi de cocher des cases. Quand j'ai vu son prénom s'afficher, j'ai eu un micro blanc, comme si mon corps hésitait entre c'est trop tôt et j'en ai besoin. Mamie, c'est Étienne. Sa voix était plus grave que dans mon souvenir, mais il y avait ce même truc un peu maladroit, pas assuré de sa place. Il s'est excusé d'un bloc, sans respirer, en me disant qu'il n'avait pas su. Qu'on ne lui avait pas dit. Qu'il avait appris par hasard seulement 2 jours avant. Et là, je me suis sentie à la fois vide et brûlante, parce que ça voulait dire que Célia avait enterré son père en mode secret défense, comme si c'était un détail gênant. Étienne, ton grand-père est parti il y a presque 3 semaines. J'ai entendu son souffle se casser. Je sais. Enfin, je sais maintenant. Mamie, je te jure, si j'avais su, je serais venu. Ce n'était pas une phrase automatique. On sent quand quelqu'un répète une formule, et on sent quand ça vient du ventre. Il m'a demandé s'il pouvait passer. Et si ça te dérange pas? Le « si ça te dérange pas » m'a fait mal, parce que ça voulait dire qu'il avait grandi avec l'idée qu'il pouvait me déranger, moi. Alors que je me suis plié en 4 pendant des années pour que tout le monde se sente chez soi ou chez moi. Bien sûr que non. Viens. 1 heure plus tard, j'ai entendu la sonnette, puis un petit coup de poing sur la porte, comme s'il n'osait pas insister. Quand j'ai ouvert, j'ai eu un choc bête, il était grand, plus grand que Pierre à son âge, un peu mal rasé, l'air crevé mais propre, ce parfum de lessive et de stress des gamins qui vivent trop vite. Il m'a serré dans ses bras comme on serre quelqu'un qu'on a peur de perdre. D'abord un bras, hésitant, puis l'autre qui s'accroche vraiment. Moi je n'ai pas reculé. Je lui ai servi une citronnade, et il regardait autour de lui comme si la maison était la même et pas la même. Le fauteuil de Georges, les chaussons, la pendule. Tu reconnais les objets,
mais tu sais qu'ils viennent de changer de monde. Il a fini par lâcher, très bas, je vais jamais me le pardonner. J'ai eu envie de lui dire de ne pas dramatiser, réflexe de mamie. Mais non. J'ai juste dit la vérité, tu n'as pas choisi de rater. On t'a caché. Et là, il m'a regardé droit dans les yeux, vraiment. Maman, elle n'est pas venue? J'ai fait un seul signe de tête. Il a baissé les yeux sur le dessous de son verre et il a frotté le bord, comme s'il cherchait un endroit où poser sa colère. Mais elle m'a dit qu'ils avaient du boulot. Que c'était, gérer. Le mot gérer m'a donné envie de rire, mais un rire noir. On ne gère pas un enterrement comme un dossier client. Je sentais qu'il voulait faire quelque chose, n'importe quoi, comme si l'action pouvait réparer le manque. Je peux t'aider, pour les démarches, pour la maison, pour tout, mamie. J'ai failli dire non t'inquiète, encore un réflexe. À la place, j'ai respiré et je suis allé chercher l'enveloppe Kraft que maître Favier m'avait donnée, avec les brouillons d'actes et les clauses à relire. Je lui ai posé ça devant lui. Il a ouvert, il a lu les premières lignes, et son visage s'est fermé d'un coup. Mamie, c'est quoi, ça? C'est ce que je mets en place. Il a feuilleté, de plus en plus pâle. Mais, il y a la maison. Et la petite maison en Savoie. Et, les comptes. Oui. Il a avalé de travers. Mais, pourquoi moi? Pourquoi pas maman, pourquoi pas mon oncle? Là, sa voix a tremblé, et ça m'a presque attendri malgré tout. J'aurais pu lui balancer la liste des absences, des excuses, des brunchs, des stories, le culot en robe du soir. Mais j'ai choisi une seule phrase, la plus simple, la plus vraie, parce que t'es le seul qui est revenu sans que je te cours après. Il a reposé les papiers comme si c'était fragile. Je sais pas quoi dire. Ne dis rien. Juste, reste comme t'es. Il a essuyé ses yeux avec sa manche, comme quand il était petit et qu'il ne voulait pas qu'on voie qu'il pleure. On est resté là un moment, sans parler, juste à respirer dans la même pièce. Ça m'a rappelé Georges, ces soirs où on n'avait pas besoin de meubler le silence pour se sentir ensemble. Quand Étienne s'est levé pour partir, il s'est arrêté sur le pas de la porte. Et si je reviens le week-end prochain, on peut refaire des pancakes? Et là, j'ai souri pour de vrai, sans effort. Avec le bon sirop, même. Il a eu un petit rire, un vrai, et je me suis dit que tout n'était pas fichu, pas entièrement. Le lendemain matin, j'ai compris que la paix, c'est toujours provisoire. Célia est arrivée sans prévenir, pneus qui crissent comme si elle débarquait en retard à un rendez-vous plus important que moi. Elle a garé son SUV n'importe comment, et elle est entrée comme si la maison lui appartenait encore, comme si rien n'avait changé. Pas de condoléances, pas de ça va, rien. Juste, maman. Je t'appelle depuis des jours. J'étais en train de plier du linge, tranquillement, en alignant des chaussettes comme si c'était le centre du monde. Je n'ai pas bondi, je n'ai pas joué l'hôtesse. J'ai été occupé. Occupé avec quoi? Elle a ricané, déjà agacée. Elle a pris un verre d'eau sans demander, s'est appuyée contre le plan de travail, ongles impeccables, tenue trop chic pour un lundi matin. Et elle a lâché, direct, c'est vrai ce que dit Étienne? Tu changes ton testament? J'ai fini de plier un t-shirt, je l'ai posé, puis seulement je l'ai regardé. Oui. Je te retire, toi et Pierre. Elle a éclaté d'un rire sec. Mais t'es sérieuse? Après tout ce qu'on a fait, enfin, après tout, ce que tu as fait. Ce glissement-là, je l'ai noté. Même dans sa bouche, ça sonnait comme une reconnaissance involontaire. Mais tu n'es pas venue à l'enterrement de ton père, Célia. J'avais un rendez-vous. Et tes ongles, puis brunch. Je l'ai vu. Je me suis étouffé avec mon Perrier en voyant tes stories. Elle a cligné des yeux, mais elle n'a pas nié. Tu me punis. Non. Je me protège. Je lui ai expliqué calmement que maître Favier m'avait rappelé un truc très français, on ne déshérite pas ses enfants comme dans les films, il y a une réserve héréditaire, une part minimale qui leur revient quoi qu'il arrive, et le reste, la quotité disponible, c'est là où j'ai la main. Mais j'avais quand même un levier énorme, les clauses, les legs, l'organisation, et surtout le fait de ne plus leur laisser la place d'aspirer tout le reste par habitude. Et Célia, elle, n'entendait qu'une chose, tu nous coupes. Elle a tenté la carte de la morale, puis la carte de la famille, puis la carte du chantage affectif. Mais tu te rends compte de l'image? Les gens vont parler.
Et qu'il parle. Ça fait des années que je tiens debout pour que toi tu ne tombes pas. Elle a serré son sac contre elle, mâchoire crispée, et elle a lâché, j'espère que ça te fait te sentir puissante. Non. Ça me fait me sentir en paix. Elle est partie sans un mot de plus. Le soir, j'ai trouvé une lettre sur le paillasson, sans enveloppe, froissée, comme un devoir rendu à la va-vite, tu ne comprends pas ce que c'est de tout gérer, on a essayé, te mettre de côté comme ça, ce n'est pas la solution. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai rangé dans un tiroir. Juste un papier. Comme tant d'autres. Et moi, j'étais fatigué de vivre au rythme des papiers. Je savais que Pierre finirait par venir aussi. Pas par amour. Par réflexe. Et parce que, dès qu'il est question d'héritage, soudain tout le monde retrouve ton numéro. Le lendemain de la lettre froissée sur mon paillasson, Pierre est venu. Pas en mode bulldozer comme sa sœur, non. Lui, il a fait semblant d'être civilisé, 2 coups à la porte, une petite pause, puis 2 autres, comme si la politesse pouvait effacer le reste. J'ai ouvert en sachant déjà qu'il ne viendrait pas seul. Derrière lui, il y avait sa femme, Mélanie, le sourire figé et l'écharpe beaucoup trop chère pour la météo. Elle m'a salué comme on salue une connaissance qu'on n'a jamais aimée mais qu'on tolère parce qu'il faut faire bonne figure. Pierre, lui, a fait ce regard d'homme qui se croit posé et raisonnable, celui qui arrive avec un plan dans la tête. Maman, on peut entrer ? Je me suis effacé. Ils n'ont même pas enlevé leur manteau. Ça m'a frappé tout de suite, ils n'étaient pas venus me voir, ils étaient venus gérer une situation. On aurait dit 2 représentants d'assurance qui visitent un appartement témoin. On s'est assis au salon. Pierre regardait les murs comme s'il visitait un musée de son enfance, un truc un peu poussiéreux dont il ne sait plus raconter l'histoire. Mélanie a croisé les jambes, bague qui attrape la lumière, et elle a pris la parole avant même que Pierre ait fini de respirer, mais, enfin, maman, on comprend que tu traverses une période difficile. Les émotions peuvent pousser à des décisions extrêmes. Je l'ai regardé, calmement. Mais tu n'es pas venu à l'enterrement de Georges. Son sourire s'est dévissé une demi-seconde. J'avais un dîner client. Et là, j'ai pensé, le culot en robe du soir, version tailleur beige. Pierre a tenté son entrée, maman, j'aurais dû venir. J'aurais dû appeler. Mais, je savais pas comment. J'ai pensé que je l'ai coupé net. Mais tu as pensé que si tu ignorais assez longtemps, ça deviendrait le chagrin de quelqu'un d'autre. Il a détourné les yeux. Ça m'a fait bizarre, parce que ce garçon-là, je l'ai vu apprendre à faire du vélo, à tomber, à se relever. Maintenant, il tombait dans la lâcheté avec la même régularité. Mélanie a posé une main sur son genou, un geste de commande. Puis elle a repris, toujours sur ce ton de RH, tu as parfaitement le droit d'organiser tes dispositions. Mais soyons raisonnables. Étienne est jeune. 19 ans, ce n'est pas l'âge de la maturité financière. Il peut être influencé. J'ai levé un sourcil. L'influencer par qui ? Elle n'a pas bronché. Elle a juste laissé flotter ce non-dit dégueulasse dans la pièce, comme si j'étais moi-même une menace. Pierre a essayé de récupérer, maman, je sais que tu es blessée. Mais tu sais aussi qu'en France, tu ne peux pas nous rayer comme ça. Il y a la réserve héréditaire, tout ça. Il croyait me prendre de haut, avec son info Wikipédia. Sauf que j'avais déjà fait le tour avec Maître Favier. Je savais très bien que la loi protège une part minimale pour les enfants, que je ne peux pas faire disparaître ça par magie. Mais je savais aussi qu'entre ne pas pouvoir les rayer et leur laisser les clés du camion, il y a un monde. Et c'est ce monde-là que j'étais en train de verrouiller. Je ne suis pas ignorante, Pierre. J'ai parlé doucement, comme on parle à quelqu'un qui s'emballe. Je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Je sais surtout ce que je ne veux plus faire, continuer à vous donner un accès illimité à moi, à ma maison, à ma vie, juste parce que vous avez un lien biologique. Mélanie s'est levée, un peu raide. Ça peut se compliquer, tu sais. Il peut y avoir des contestations, des procédures. Elle disait ça comme une menace polie, version où on a des avocats. Et là, j'ai eu un petit sourire, pas méchant, presque triste. Mais tu crois que je ne me suis pas posé la question ? Maître Favier m'a déjà expliqué comment on sécurise une transmission, clause, exécuteur, mandat, et surtout des choses qui ne se gèrent pas comme un héritage classique. J'ai vu Pierre cligner des yeux. Alors j'ai continué, sans élever la voix. J'ai ajusté les clauses bénéficiaires de mes contrats,
notamment l'assurance vie, et ça, c'est un cadre à part, avec ses règles, ses exceptions, ses contestations possibles si on fait n'importe quoi, raison de plus pour faire ça proprement. Et pour la maison, il existe des mécanismes pour éviter qu'on la liquide sur un coup de pression familiale. Des clauses temporaires et justifiées, pas des caprices. Pierre avait ce regard d'enfant pris en faute. Mais tu fais ça par colère. J'ai secoué la tête. Je fais ça par clarté. Il a murmuré, comme un reproche appris par cœur, je pensais que tu pardonnais. Je pardonne. Mais le pardon, ce n'est pas un abonnement premium à ma vie. Ils n'ont plus argumenté. Ils se sont levés, m'ont sorti d'eux merci le mécanique, et ils sont partis. Quand la porte s'est refermée, j'ai senti un tremblement dans mes mains. Pas de peur, pas de doute. Un relâchement. Comme quand tu poses enfin un sac beaucoup trop lourd que tu faisais semblant de ne pas porter. Le lendemain, j'avais rendez-vous à la banque, à la Défense, une agence qui sent le citron et le pouvoir tranquille. Je suis monté dans le RER avec mon dossier sous le bras, et j'ai regardé les gens autour de moi, tous pressés, tous occupés à vivre comme si rien ne finissait jamais. Moi, j'avais l'impression d'être dans une autre dimension, celle où tu sais exactement ce qui compte, et ce qui est juste du bruit. Le conseiller, Monsieur Jansen, était impeccable, costume tiré au cordeau, le genre de mec qui n'a jamais renversé un café de sa vie. Il a parcouru mes documents, a relevé les yeux, « Madame, vous avez procédé à des changements importants. » Je suis une femme importante, j'ai répondu, et ça l'a presque fait rire, un rire surpris. Je lui ai demandé du solide, pas de oui on verra, pas de flou artistique. Je voulais que les clauses soient nettes, que l'organisation après mon décès soit cadrée, et que personne ne puisse venir jouer les représentants légitimes au nom de la famille. Il m'a parlé des possibilités, des limites, de ce qui est hors succession et de ce qui peut être contesté si ça ressemble à un abus. J'ai signé ce qu'il fallait signer, je suis ressorti avec cette sensation étrange d'avoir posé une barrière invisible mais indiscutable. Sur le chemin du retour, j'ai pris un café dans un petit endroit près de la station. J'ai bu lentement, sans téléphone, sans urgence. Juste moi, une table, un moment qui ne devait rien à personne. Ça m'a fait un bien bizarre, comme si j'étais resté bloqué dans une époque où on devait toujours répondre, toujours se rendre disponible, et que là, d'un coup, quelqu'un avait coupé l'alarme. En fin d'après-midi, Solange, ma voisine de 2 maisons plus loin, a frappé. Elle avait une boîte de sablé au citron, et ce regard qui dit « je viens pour le thé », mais aussi pour les infos. Dès qu'elle est entrée, elle a lâché « j'ai vu la voiture de Pierre hier. Il a apporté des fleurs ou juste des excuses. » Et ni l'un ni l'autre. Il a apporté sa femme et un ton de négociation. Solange a soufflé un beau rempli de jugement. On a bu une tisane, moi un thé noir bien serré, et je lui ai raconté. Sans pathos, sans mise en scène. Elle a hoché la tête et elle a dit, enfin. Ça fait des années que je te vois t'épuiser pour des gens qui te prennent pour un distributeur. Elle a marqué une pause, plus douce, ils vont raconter que tu es cruel. Et qu'ils racontent. Oui, mais toi, tu sais. Et moi aussi. Quand elle est partie, la maison était silencieuse, mais pas hostile. Je suis allé fouiller dans un tiroir que je n'ouvrais plus. Et j'ai retrouvé une vieille lettre de Georges, écrite pendant un déplacement, il y a des décennies. 3 lignes, rien d'extraordinaire, et pourtant, ça m'a reprise à la gorge. En gros, il disait que la maison n'était jamais vide quand j'étais là, que j'étais le toit et la serrure. J'ai relu ça 3 fois. Et je me suis dit que, même dans tout ce fiasco, au moins une personne m'avait vu. Vraiment vu. Et c'est sur ça que je me suis endormi, pas apaisé façon conte de fées, mais posé. Comme une décision qui tient debout toute seule, sans avoir besoin d'être applaudie. Une semaine après le passage de Pierre et Mélanie, j'ai reçu le courrier de l'étude de Maître Favier. Pas une menace, pas un drama, juste la confirmation froide, les actes étaient finalisés, les nouvelles dispositions déposées, et la structure prévue pour Étienne était officiellement en route. Je sais que ça sonne technique, mais quand tu vis un deuil, ces enveloppes-là, c'est du béton. Ça te dit, ce que tu as décidé, ce n'était pas une impulsion, c'est maintenant une réalité. Je me suis assise dans le jardin avec la lettre sur les genoux. Les rosiers de Georges avaient encore cette tête de plante vexée, presque nue, comme si elle boudait l'absence. Ça m'a fait penser à ce truc que j'avais découvert en préparant ces obsèques. Aujourd'hui, le délai légal pour l'inhumation ou la crémation peut aller jusqu'à 14 jours calendaires.
Georges était parti depuis presque 2 semaines quand on l'a enterré, et je me souviens m'être dit que même le calendrier avait l'air trop long. Et pourtant, là, devant mes rosiers, je comprenais, certains délais te sauvent. Ils te laissent le temps de respirer avant d'être aspiré par les autres. Le même jour, j'ai ressorti ma machine à coudre. Elle dormait dans un placard depuis des années, depuis bien avant que Georges tombe malade. J'ai huilé le mécanisme, j'ai enfilé le fil comme ma mère me l'avait appris, et j'ai fabriqué des rideaux pour la cuisine. Bleu pétant, couture un peu bancale. Pas d'écho Pinterest. Juste, à moi. Ça m'a fait un bien fou, comme si je reprenais un bout de territoire, centimètre par centimètre, sans demander la permission. Le lendemain matin, j'ai fait des pancakes. Pas un truc de flemmarde, non, farine, œufs, lait, le geste, la patience. J'ai mis 2 assiettes sur la table sans réfléchir, et ça m'a surprise moi-même. Comme si mon corps savait déjà qu'Étienne allait venir. Il a sonné vers 9h10. Pas en force. Juste le petit coup de sonnette, puis un mamie, de l'autre côté. Il était en basket blanche, sweat, pas apprêté, avec un sac de course à la main. J'ai pris des trucs frais, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Je ne lui avais rien demandé. Et c'est ça qui m'a serré la gorge, l'attention gratuite, celle qui ne réclame rien en échange. On a cuisiné ensemble. Je lui ai montré le truc pour retourner les pancakes sans les déchirer, comment tester la température de la poêle avec une goutte d'eau. Il écoutait vraiment. Pas comme Pierre, qui a toujours eu ce regard ok, c'est bon, on a compris avant de faire n'importe comment. Étienne, lui, posait des questions. Il voulait apprendre. Et pendant qu'il mangeait le premier pancake, il m'a dit, la bouche pleine, tu sais, la maison, on pourrait en faire quelque chose. Je l'ai regardée, méfiante et curieuse. Ne pas la vendre, hein. Je veux dire, la faire vivre. Un endroit où des gens passent, où on apprend des trucs. Même un atelier jardinage, ou bricolage. Et là, sans prévenir, j'ai senti un truc que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Pas le truc naïf et bruyant. Un espoir calme, qui ne fait pas de promesses, juste de la place. L'après-midi, il est allé dehors, il a regardé le perron, les marches qui grincent, la rampe un peu bancale. Il a sorti un niveau et il a marmonné comme Georges quand il réparait un truc, sa penche à gauche. J'ai eu un petit rire. Bienvenue dans la famille. Le premier flocon est tombé quelques jours après. Rien qui tient, juste la poussière blanche qui te dit, ça y est, on change de saison. Étienne était venu remettre un coup de ponçage sur la rampe, et j'ai fait une soupe pendant qu'il bricolait. Les enfants, eux, n'ont pas appelé. Célia a envoyé un seul texto, j'espère que t'es fier de toi. Je n'ai pas répondu. Pierre, silence total. Un silence long, un silence de vexation. Et franchement, je ne l'ai pas rempli. J'ai vécu assez longtemps à courir après des gens qui ne venaient que quand ça les arrangeait. Je savais qu'ils pouvaient tenter de contester, de crier à l'injustice, de refaire l'histoire. Je savais aussi que la loi française encadre tout ça, entre la réserve héréditaire et les recours possibles, et que c'est précisément pour ça que j'avais fait les choses proprement, sans bricolage douteux. Même l'assurance vie, qui est en principe hors succession, peut devenir un champ de bataille si on verse n'importe quoi et que quelqu'un parle de primes manifestement exagérées. Je ne voulais pas offrir à Pierre et Célia un prétexte pour venir jouer les victimes au tribunal judiciaire dans 6 mois. Je voulais une ligne claire, Étienne protégé, moi tranquille. Et puis, je ne m'y attendais pas, Mélanie est revenue. Toute seule. Un soir, vers 18h, alors que je venais de me faire un thé et que j'étais en robe fluide, les cheveux attachés n'importe comment, vraiment pas en mode recevoir. J'ai ouvert la porte et je l'ai vue là, avec une tarte aux pommes du supermarché. Pas un truc maison, pas une mise en scène. Juste une boîte en plastique transparente. Ça m'a presque fait rire tellement c'était incongru. Je ne l'ai pas invitée avec chaleur. Je me suis juste écarté. Curiosité, pas gentillesse. Elle a regardé le couloir comme si elle voyait enfin les photos, le porte-manteau que Georges avait bricolé, les détails qu'elle avait toujours ignorés. Dans la cuisine, je n'ai pas proposé de café. Je l'ai laissé parler, parce que le silence, parfois, fait mieux le travail que toi. Je ne suis pas venu te demander quoi que ce soit, elle a commencé, les mains serrées. Je sais que tu ne me crois pas, mais, merci. Merci de quoi?
de ne pas avoir laissé ça à Pierre. Elle a inspiré, comme si elle avalait une honte. Il n'a jamais appris à se tenir debout. Je l'ai couvert, je l'ai aidé à croire que tout se réglerait, et toi aussi. Et maintenant, c'est juste ce qu'il est. J'ai senti un truc étrange, pas de satisfaction, pas de vengeance. Juste une vérité posée sur la table, comme une assiette qu'on ne peut plus ignorer. Je lui ai dit, tu ne me devais rien, Mélanie. Mais tu devais ta présence à Georges. Et tu n'as pas montré. Elle a baissé les yeux. Je sais. Elle a fouillé dans son sac et elle a sorti une photo, un vieux tirage un peu abîmé, Étienne, petit, sur la balançoire de mon jardin. Je l'avais gardé, elle a murmuré. Il t'aime. Vraiment. Et, ne les laisse pas te voler ta paix. Ils vont réécrire l'histoire. Ils vont faire de toi la méchante. Je voulais te le dire avant ça. Puis elle est partie, sans théâtre. J'ai mis la tarte au frigo, pas par émotion, juste parce que ça se mange avec du thé. Une fois la porte refermée, je suis resté debout dans ma cuisine, à écouter la maison craquer avec le froid, ce bruit de bois vivant. Avant, ça me faisait peur. Maintenant, ça me disait juste, la vie continue. Pas pour tout le monde. Pas pour ceux qui débarquent quand il y a un chèque à signer. Pour ceux qui restent, qui apprennent, qui réparent une rampe qui penche, qui apportent des courses sans qu'on demande. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne confondez pas l'amour et l'obligation. Ne confondez pas tenir et être aimé. On n'est pas chez Disney. La paix, ce n'est pas une récompense qu'on vous donne parce que vous avez été sage. C'est un truc que vous choisissez. Et parfois, le choix le plus dur, c'est de fermer la porte sans claquer, juste de la fermer.